Va suivre professeur Momo Bangoura, directeur général de l'enseignement supérieur. J'appelle Bala Diara, proviseur lycée Senghor. Et pour compléter la liste, mesdames et messieurs, Dr Binko Madi Touré, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. S'il vous plaît, messieurs, nous allons vous entendre sur les grandes réformes de l'éducation nationale. Belle conférence à vous. Merci bien, messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs. Le thème que nous avons est tellement important qu'à l'analyse, on se pose la question, est-ce qu'il ne fallait pas commencer par ce thème ou terminer par le même thème? Les grandes réformes de l'éducation nationale. C'est une question pertinente, une question importante et qui doit faire l'objet de débats ouverts avec des spécialistes. Parce que la question de réforme, où certains experts l'appellent la réinvention, se pose à tous les niveaux et dans tous les systèmes. Donc, parler de réforme d'une institution, particulièrement un système éducatif, nous sommes dans un contexte de professionnalisation. Il faut connaître pourquoi l'éducation et également savoir les enjeux et les défis. Certains disent que l'objectif a été toujours et demeure pour l'éducation le même et à tout temps. L'éducation est pour une nation le moyen le plus sûr pour assurer le développement socio-économique du pays. Les exemples en tout temps et en tout lieu montrent en effet que ce sont les ressources humaines qui sont les bases du progrès dans tous les domaines d'activité. C'est aussi une obligation morale de permettre à la population, et particulièrement aux enfants, d'accéder à la connaissance et au savoir pour vivre et être en harmonie dans la société, surtout une société mondialisée. Les cas du monde sont là. Le cas du Japon, un pays qui est dépourvu de ressources naturelles et qui est confronté à toutes les calamités, a fait la démonstration en s'appuyant sur la formation et l'éducation et l'adaptation. C'est pourquoi il s'est haussé au niveau du 3e rang mondial de l'économie mondiale. Beaucoup de pays asiatiques ont suivi la même chose. C'est le cas de la Corée du Sud, le cas de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour. Et nous avons l'exemple palpable de la Chine. Parce que la formation à ce niveau se fait qualifiante, se fait à tous les niveaux. Pour nous, la Guinée, il y a eu beaucoup de chantiers. Il y a eu beaucoup de volonté. Les politiques nationales ont démarré depuis les indépendances relatives à l'éducation. Quand nous prenons les objectifs de l'ordonnance 42 de 1959, ceux qui ont accédé à ce document
sauront que la Guinée a commencé à transformer son système éducatif qui était colonial et qui est devenu national avec des réformes hardies. En 1962, on a créé l'université guinéenne avec des objectifs précis. En 1997, on a fait la loi d'orientation du système éducatif, sans compter les conférences, les états généraux et également les lettres de politique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la volonté du professeur Alpha Condé s'est affirmée parce qu'il a mis en place une commission nationale de réflexion sur l'adaptation du système éducatif guinéen après avoir fait un constat. Les experts sont là pour vous exposer les grandes réformes que notre pays a connues, également la vision des réformes que nous voulons bâtir. Et ces experts commencent par M. Seni Sila, qui est ancien inspecteur général de l'éducation nationale, ancien DPE, ancien IRE, professeur de mathématiques. Il est également l'actuel conseiller en pédagogie du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est le rapporteur de la commission nationale de réflexion que le président de la République a mise en place. Et vous avez Dr Akoy Guilavogui, qui est ancien vice-recteur de l'Université de Kankan. Il est actuel directeur général de l'Institut des sciences de l'éducation de Guinée. Vous avez M. Momo Bangoura, qui est l'actuel directeur général de l'enseignement supérieur. Il a été directeur national de l'enseignement supérieur. Il est professeur d'université également. Vous avez le professeur Bala Diarra, professeur de lycée et qui a beaucoup d'expérience. Son lycée fait partie des meilleurs lycées de la Guinée. Je sais que c'est par cette expérience qu'il a été choisi comme panéliste des grandes réformes de notre système éducatif. Enfin, vous avez Dr Binko Mari, qu'on ne peut plus vous le présenter. Il est secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Il a été recteur d'université de Zéro-Corée. Je peux dire consultant et président à vie de la conférence des recteurs, des directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur. Donc, sans plus tarder, ils vont vous donner leur vision sur les questions clés liées au sous-thème, tels que les principes de base et l'objectif général de la réforme de l'éducation nationale en Guinée, les enjeux et défis des réformes en cours, la problématique de la formation des formateurs, la démocratisation de l'éducation par l'universalisation de l'accès et la promotion de l'équité, l'éducation pour tous, les mesures d'accompagnement des réformes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Seni, vu l'expérience qu'on a de lui, et il a suivi toutes les étapes de notre système éducatif. Il va vous donner sa vision sur cette question importante. Monsieur Seni, vous avez la parole. Je vous remercie, M. Bérété. Vous n'avez pas voulu beaucoup parler de vous-même. Vous avez été longtemps chef de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, avant d'être ministre. Aujourd'hui, vous êtes le conseiller de M. le Premier ministre en matière d'éducation. Je vais faire l'économie du processus des réformes, puisque vous avez évoqué cela au début, depuis la réforme du 5 août 1959 jusqu'au rapport actuel qu'on est en train de faire partager au niveau de toutes nos régions administratives, le rapport d'état du système éducatif national. Ce rapport d'état découle du dernier recensement général de la population et de l'habitat, parce qu'il faut des données chiffrées
officiellement accepté de tous. L'Institut national des statistiques a proposé un projet de décret. Le décret a été signé, donc les données chiffrées sur l'indice de développement humain dans notre pays ont été acceptées. Il y a eu une consultation à l'international avec le Pôle de Dakar et l'Institut international de planification de l'éducation. Et notre rapport d'État sur le système éducatif national est en voie d'être partagé. Il y a aussi la mise sur pied d'une équipe nationale du PRODEG. Le PRODEG, c'est le programme décennal de l'éducation en Guinée. Ce programme va s'étendre de 2019 à 2028 par tranche de 3 ans au départ. La dernière tranche aura 4 ans. Chaque 3 ans, on va s'interroger sur ce qui va, sur ce qui ne va pas avant de redémarrer. Alors, brièvement, puisqu'on n'est pas tous des professionnels de l'éducation, un rapport d'État, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un constat sur la base de données chiffrées sur ce qui va et sur ce qui ne va pas dans un système éducatif à un instant T. L'instant T, c'est le moment où on a rendu public les données démographiques de la Guinée, c'est-à-dire l'année 2014. Et bien sûr, on a réactualisé ces données en fonction des dernières enquêtes statistiques menées par ordre d'enseignement, c'est-à-dire qu'on utilise pour une période précise l'année scolaire et universitaire écoulée, les dernières données sur le taux brut de scolarisation, sur le taux d'achèvement du cycle primaire, sur le taux d'insertion au niveau de la vie active, tant dans le domaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, que dans celui de l'enseignement supérieur. Alors, ce sont ces données qui vont être intégrées dans le processus d'élaboration du programme décennal de l'éducation en Guinée. Et mes collègues vont me compléter tout à l'heure, parce qu'il y a au moins 2 membres de cette équipe nationale qui sont panélistes. Tous les problèmes qui ont été soulevés, notamment le problème fondamental de l'insertion des produits de l'école dans la vie active, tous ces problèmes doivent être analysés en termes de défis à relever. Quels sont les défis actuels? Je vais passer rapidement dessus. Le premier défi que l'école guinéenne a, c'est la langue d'apprentissage, la maîtrise de la langue d'apprentissage. Beaucoup de nos apprenants n'arrivent pas à bien parler français. Je n'insiste pas là-dessus parce qu'on va revenir dessus. Qu'est-ce qu'il faut pour relever ce défi? C'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème majeur, c'est le nombre d'élèves par salle de classe, c'est-à-dire le ratio élève-classe. Quand le président Macron, dans sa campagne, disait qu'il faut qu'il y ait 12 élèves par classe en France, pour nous, c'est un rêve. Donc, nous avons ce défi à relever. Le troisième défi à relever, c'est les manuels scolaires. Combien de manuels de lecture a-t-on par élève et par niveau? Le quatrième défi, c'est comment utiliser, et je devais commencer par là, comment utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation. Parce que l'enseignement de la technologie n'est pas effectif dans nos écoles, du primaire jusqu'au supérieur. C'est un défi que nous devons de relever. L'autre défi, c'est de la culture.
du point de vue de l'apprentissage d'une langue seconde, il n'est secret pour personne aujourd'hui que la maîtrise de l'anglais est un atout pour un emploi à l'international surtout. Bien sûr, tout cela est couronné par un fait fondamental. Quel type d'homme doit former et comment le former? Mon voisin qui est responsable au plus haut niveau d'une institution de formation de formateurs est resté certainement comme moi sur sa faim. Quand on abordait le problème d'insertion socio-professionnelle, nulle part on a pensé à comment former les jeunes apprenants afin qu'ils puissent répondre aux attentes des employeurs. Il faudrait que cet employeur accepte d'être par moment des formateurs. C'est toute la problématique que l'on a. On a des besoins qui sont exprimés, mais on ne s'interroge pas sur comment l'école peut répondre à ces besoins du point de vue de la formation initiale, pas seulement du point de vue de la formation continue. Je m'en arrête là pour le moment et les autres vont me compléter. Il y a des questions qui vont se poser du point de vue de l'assurance qualité. Je vous remercie. Merci bien. Je crois que vous avez suivi M. Seni qui a ramassé l'ensemble des objectifs. Elle a donné les éléments clés pour une réforme, à savoir les 2 documents qui sont en vue, le RESEN, le rapport d'étape sur le système éducatif, quels sont les éléments qui entrent là-dedans, les indicateurs globaux pour évaluer la performance de notre système éducatif, à savoir les différents taux, le TBS, le taux d'admission, le taux d'achèvement, ainsi de suite. Et également, il a donné les éléments pour le PRODEC, qui doit être notre document décennal, qui va nous permettre d'évoluer d'ici qu'on atteigne l'objectif 2030. Donc, il y a un petit objectif intermédiaire qui est 2028. Ensuite, il a déjà donné les blocus, à savoir les faiblesses de la lecture de notre système éducatif, les faiblesses de la communication et la qualité, avec l'ensemble des ratios qui s'y attachent. Ratio élève-maître, ratio élève-classe, également ratio manuel. Tout ça, c'est des éléments de la qualité de notre formation. Donc, il a défini ces indicateurs. Je crois qu'on va essayer de les développer. Et dans ça, il passe la parole à notre formateur qui va nous décrire comment ils ont réfléchi pour donner le prototype d'homme, le portrait robot de l'homme qu'on doit former pour le devenir de la Guinée. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Akoy, qui détient la clé de voûte de cette question fondamentale. Je vous remercie. M. Akoy, vous avez la parole. Je vous remercie, Elage. Comme mon doyen Silla l'a dit, par modestie, vous ne vous êtes pas vous-même présenté, ça se comprend. Sinon, vous êtes de loin nos douaniers dans le système éducatif guinéen. Alors, on doit lever le chapeau pour vous avant d'intervenir. Et lorsque moi, je suis invité à ce panel, je suis panéliste, ben, je dis bravo. Encore, la jeunesse a sa part de confiance dans le système éducatif. Lorsque les grandes réformes sont signalées, et tout à l'heure le doyen Silla a décrit brièvement les grands enjeux, il a dit en première position, nous avons un problème avec notre langue de communication. C'est vrai, le français. Le français, aussi longtemps que la Guinée sera dans ce système éducatif, est incontournable. Donc sa maîtrise est d'une évidence certaine. Et c'est obligatoire qu'à tous les niveaux, nous ayons la maîtrise du français. Pour cela,
C'est depuis l'école primaire qu'il faut commencer, depuis l'école primaire, depuis l'entrée de l'élève en première année de l'école primaire. Mais je ne focalise pas mon propos sur les critères de recrutement de l'élève. 10 élèves, 20 élèves, 100 élèves, peu importe. Mais je voudrais m'appuyer un peu sur le formateur de l'élève de l'école primaire. Quels sont les critères qui ont prévalu à son choix pour qu'il soit enseignant de l'école primaire? Je crois qu'en même temps que nous ne sommes pas des savants, il y a lieu de réfléchir sérieusement sur le recrutement de nos enseignants au niveau du primaire pour que le produit obtenu pour le secondaire, c'est-à-dire le collège, soit un produit capable d'appréhender son environnement, capable de comprendre les enseignements qui vont lui être donnés depuis la 7e année jusqu'au lycée. Il se trouve malheureusement, ça, je ne jette pas l'opprobre sur moi parce que je suis enseignant, mais je suis bien obligé d'avoir le courage de dépeindre ma propre situation. Le français dit, lorsqu'on veut avoir les omelettes, il faut casser les œufs. Alors, l'enseignant au niveau du primaire, je ne parle pas de tout le monde, mais il y en a qui ne sont pas à la hauteur de donner le prérequis à nos enfants pour le secondaire. Et au secondaire, on veut avoir un élève de type, un élève capable d'être formé de manière à ce que, à l'université, il soit vraiment un étudiant. Alors, donc, notre préoccupation est à ce niveau. Je ne dis pas le nom d'une personne tout à l'heure dans cette salle qui m'a posé le problème de PEN, les professeurs d'école normale. Je ne vous apprends rien, vous savez très bien que ceux qui ont été formés à l'ISEG depuis Manéa, comme professeurs d'école normale, sont aujourd'hui pratiquement à la retraite. S'il y en a qui sont encore dans le système, on les compte au bout des doigts. Pourquoi nous avons rompu avec la formation des PEN? On a détourné cette formation et elle est restée, elle n'a pas connu une certaine évolution. Je crois, dans les grandes réformes, c'est bien évidemment prévu. Alors, les professeurs d'école normale supérieure vont être recrutés et je crois, si je ne me trompe, les doyens du système de l'éducation sont là. Ils peuvent, je crois, le confirmer. Alors, cette année même, il va avoir ce recrutement et ce vide va commencer à être comblé. Alors, lorsque maintenant nous posons globalement le problème de la formation des formateurs, que faut-il faire? Comment y arriver? Je crois, à la faveur de l'avènement du professeur Alpha Condé, l'une des préoccupations de l'enseignement supérieur en passant par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'enseignement technique, c'est de vraiment former les formateurs. Et pour procéder à la formation des formateurs, il faut des moyens. Mais aussi à ce niveau, je crois qu'il faut encore avoir le courage de dépeindre la situation. Quel type d'enseignants faut-il former pour qu'on change d'un niveau A pour un niveau B, pour qu'on change d'un niveau B pour un niveau C? Alors, le grand travail à abattre, il est dans le camp, encore une fois, c'est vrai des décideurs, c'est vrai des encadreurs, des différents cabinets du système éducatif, mais aussi
il est dans le domaine de nous autres qui sommes formateurs au niveau des universités. Je crois que pour ce panel, alors, nous allons être amenés à échanger pour que les décideurs soient davantage outillés afin que les objectifs que nous prévoyons soient atteints et à l'avantage de tout le monde. Pour le moment, je m'arrête là pour passer la parole aux autres. Merci bien. Je crois que la question de M. Seni a été répondue par des questionnements, à savoir la formation des formateurs, les critères qu'il faut pour qu'ils soient recrutés et formés. Également, les prérequis pour l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire. La question fondamentale, c'est les peines. Pourquoi ce cycle de formation a été suspendu et comment on doit le réinstaurer, mais il faut l'adapter au nouveau contexte. C'est cette question qui doit être examinée avant qu'on ne retombe dans d'autres tares qui ont finalement bloqué. Et la mission de l'ISEC est là. Donc, j'ai oublié une question qui doit être liée, c'est les CPMF, qui sont également un pan de ce cycle de formateurs de formation. Il faut réfléchir là-dessus pour que tout soit dans la même logique, parce que nous sommes dans un cadre de vision holistique qui doit tirer du primaire jusqu'au supérieur. Donc, il faut répondre à ces questionnements. Donc, le quoi faire et le comment faire, c'est la question fondamentale auquel nous devons tous réfléchir. Et quel type d'enseignants à former. Donc, nous devons continuer la réflexion sur ces questions. Donc, je vais passer la parole à M. Momo, qui est spécialiste de ces questions certainement, en tant que directeur général de l'enseignement supérieur, qui doit avoir une vision systémique de toutes ces questions, parce que c'est lui qui reçoit, en fin de compte, la finalité, les produits. Donc, il est membre de l'équipe nationale, c'est ce qu'on vient de me rapporter. Donc, du PRODEC. Monsieur Momo, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci aux organisateurs. La question du personnel enseignant est au cœur des préoccupations de l'enseignement supérieur. Une bonne école, c'est d'abord de bons enseignants. Et en 2013, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait un état des lieux du système. Et nous avons révélé les insuffisances et les forces du système. Et c'est à l'examen de ces insuffisances et de ces forces que le ministère a élaboré et adopté un document de politique et de stratégie de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, ce document de politique s'articule autour de 6 axes stratégiques qui sont l'amélioration de la gouvernance du système et des institutions, l'amélioration de l'accès et de l'équité, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, des apprentissages et de la recherche, le développement des compétences et la motivation des enseignants, la diversification des sources de financement et enfin la promotion de la coopération scientifique et technique. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire comme réforme à l'enseignement supérieur,
s'inscrit dans le cadre de l'exécution de ces 6 axes stratégiques. Quand nous prenons la gouvernance, nous sommes sur la mise en place des conseils d'administration et comme nous le savons tous, chaque institution d'enseignement supérieur doit être dotée d'un conseil d'administration qui doit définir les différentes orientations de l'institution et l'administration de l'université exécute les décisions, les recommandations de ce conseil d'administration. Tout récemment, pour la maîtrise des effectifs, le ministère a initié la biométrie des étudiants et cette opération vraiment a permis de maîtriser les effectifs et des étudiants et des enseignants. Et c'est une opération qui se répète chaque année et cela, des étudiants avant pouvaient s'inscrire et dans le public et dans le privé, mais avec l'opération de biométrie, un seul étudiant n'est recensé qu'une seule fois. Et donc nous voyons l'avantage de cette opération au niveau de l'amélioration de l'accès et de l'équité. Nous avons prévu la rénovation et l'extension des institutions existantes. Et c'est dans ce cadre que le ministère a signé un accord avec une société chinoise pour la rénovation et l'extension de 4 universités, à savoir l'université de Somponia, l'université de Labé, l'université de Kankan et celle de Zérékoré. Ensuite, les autorités universitaires ayant pris conscience du manque d'infrastructures à leur niveau et donc sur fonds propres, chacune des institutions fait de son mieux pour la construction de nouvelles salles de classe et d'amphithéâtres. Au niveau du développement des compétences et la motivation du personnel, nous sommes en train de professionnaliser nos différentes formations. Nos prédécesseurs, le panel précédent, et les conférenciers ont parlé de l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Nous sommes conscients de cet état de fait et les mesures sont en train d'être prises pour cette professionnalisation. La motivation des enseignants, ce n'est un secret pour personne qu'il n'y a jamais eu d'engouement pour la profession enseignante dans ce pays. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui devant un phénomène de vieillissement du personnel existant et la relève n'a pas été préparée. Donc, il faut valoriser cette fonction enseignante, créer des mesures attractives pour que les jeunes embrassent cette carrière. Donc, les réflexions sont en cours et nous pensons qu'elles vont aboutir à des choses qui iront dans ce sens. Au niveau
niveau de la diversification des sources de financement, nous sommes tous d'accord que face aux nouveaux défis que nous avons à relever ensemble, que le budget, les subventions de nos universités venant du budget national de développement ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Donc là aussi, des réflexions sont en cours et avec la participation de tout le monde, comment créer de nouvelles sources de financement des activités de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La recherche scientifique, la recherche universitaire, qui n'est pas du tout financée dans nos institutions, passe par l'une des sources. Les universités peuvent faire des recherches au compte des entreprises, au compte des sociétés, pour améliorer cette situation. Et la promotion de la coopération scientifique et technique, nous savons tous que dans un monde globalisé aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre à vase clos. Nous sommes obligés de vivre dans des réseaux sous-régionaux, régionaux et internationaux, nous comparer à d'autres pour la qualification de notre système. C'est ce que je peux dire, monsieur le ministre, pour le moment. Merci bien, monsieur Momo. Vous avez campé la question fondamentale que notre système a besoin de bons enseignants. Et dans ce cadre, vous avez fait l'état général ou l'état des lieux du système, l'enseignement supérieur, et vous êtes en train d'évoluer sur 6 axes où vous avez posé les vrais problèmes qui s'attachent à ça, la gouvernance, ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'on revienne à nos sous-thèmes. C'est les principes de base et l'objectif général de réforme de l'éducation nationale en Guinée, les enjeux et les défis des réformes en cours, la problématique de la formation des formateurs, la démocratisation de l'éducation par l'universalisation de l'accès et la promotion de l'équité et l'éducation pour tous, et également les mesures d'accompagnement des réformes. Donc, vous êtes en train de développer l'ensemble des ingrédients. Comment, en fin de compte, nous allons avoir une vision globale pour assurer cette formation et inviter les décideurs à réfléchir sur ces questions. Donc, nous sommes dans une question de décision politique pour une éducation forte et performante. Donc, puisque vous avez à côté votre jeune frère, parce que c'est lui, le lycée, qui vous ravitaille, quelle est sa vision sur ce produit et sur les produits qu'il reçoit et les produits qu'il envoie vers l'enseignement supérieur. Voilà, monsieur Diarra, les préoccupations que nous avons pour pouvoir bâtir la réforme que nous voulons ou les réformes, quels sont les impacts qu'ils ont pu induire dans notre système éducatif. Je vous passe la parole. Merci, Ella Chebelité. Je dis merci à ceux-là qui ont pensé à moi, à ma modeste personne, pour venir intervenir au niveau de ce panel. Je les remercie davantage. Moi, je suis proviseur du lycée Senghor. Depuis ma sortie, j'évolue depuis 1990 dans l'encadrement, dans l'administration scolaire. 6 ans conseiller à l'orientation, 11 ans directeur des études et maintenant 11 ans chef d'établissement. Et le problème est très profond quand on parle de la réforme du système d'éducation nationale. Parce que quelque part, lorsque vous voulez bâtir un bâtiment, il faut d'abord faire une bonne fondation. Quand la fondation échoue, le bâtiment s'écroule. Il va s'écrouler avec des conséquences graves, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Au niveau du système de l'éducation, quand je prends la Première République, n'étaient enseignants que les meilleurs aux examens de sortie. On prenait les 2, les 3, les 5 premiers pour les lancer dans le système éducatif. Les meilleurs étaient les mieux placés pour former. Mais depuis que nous avons tourné la page la Première République, les problèmes ont commencé parce que les jeunes qui sortaient des différentes universités étaient directement au chômage. De telle sorte qu'aujourd'hui, on parle d'un pourcentage très élevé d'étudiants sortis des universités qui deviennent parfois des gérants de bar-café ou des télécentres pendant qu'ils ont le diplôme universitaire dans le sac. Donc le problème est très profond, il n'est pas de très loin. Aujourd'hui, quand on parle du système de réforme de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale, depuis autant de docteurs jusqu'à maintenant Kaokari, ils font souvent des sorties, des ateliers de 2-3 jours, tantôt à Mamou, tantôt à Kindia, tantôt à Bouquet. Mais ceux-là qui viennent parler de la réforme du système, ce sont les chefs des directions préfectorales et communales et les patrons du ministère qui sont là. Les pédagogues avertis qui sont dans les écoles ne reçoivent que des documents pour dire voilà ce qu'il faut faire. Or, lorsque vous voulez réussir une activité, il faut commencer par la base. Les réflexions viennent de la base, on fait remonter et un petit groupe très restreint se retrouve là pour faire une synthèse. Et lorsque cette synthèse-là est à appliquer, chacun voit sa part. Celui-là qui est dans une école, dans un village reculé de la Guinée, c'est qu'il a fait une réflexion par rapport à cette situation. Ce qui revient, c'est une synthèse. Donc, il voit sa propre personnalité là-dedans. Et pour l'appliquer, il va s'y mettre. Donc, je pense qu'il faut responsabiliser les éducateurs à tous les niveaux. L'enseignant qui est en situation de classe dans un village très éloigné de Conakry a son mot à dire, au même titre que celui qui est dans une classe à Conakry. Ils ont parlé tantôt tout de suite là, mes prédécesseurs, du niveau intellectuel des formateurs. Et là, c'est très important. Parce que le concours qui a été organisé en 2017 par le ministère de la Fonction publique, nous avions dans nos écoles des contractuels qui sont sortis des différentes universités, mais les 2 tiers de ces contractuels sortis d'université ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne. Et le syndicat est venu justement voir le gouvernement pour dire non, ceux qui sont en classe depuis 5 ans, 10 ans, qui échouent au concours, ne devaient pas l'être. Il faut qu'ils soient admis. Et c'est ainsi que, vers le mois d'avril, on a reçu une autre décision d'engagement de ces contracteurs qui avaient échoué, mais qui avaient des moyens très minables. Donc, ces mêmes enseignants sont avec nous. Donc, ça veut dire que le niveau des formateurs est très bas. Quand vous partez à l'école primaire, c'est là où la fondation devait être bien assise, mais c'est le contraire. La plupart des maîtres, dans un passé récent, ils ont pris des éléments qui sont allés faire une formation rapide de 9 mois et on les a versés directement dans l'éducation. Donc si vous partez dans certaines classes au niveau de l'élémentaire, vous voyez des textes pleins de fautes. L'élève qui quitte l'école primaire, qui vient au collège, avec justement cet art-là, on a des problèmes au niveau des collèges. Donc, il est question donc de réfléchir comment recruter les formateurs. Moi, je pense qu'il y a des écoles spécialisées qui ont formé des formateurs. Je crois qu'il faut donner la priorité à ces écoles-là. Les ENI sont là, l'ISEG est là. Ils ont formé des gens pour être enseignants. Les étudiants qui viennent là ont choisi le métier d'enseignant. C'est pour qu'ils sont allés dans ces écoles. C'est eux qu'on laisse de côté. On prend Paul, on prend Pierre, qui n'a aucune qualification. Alors nous qui sommes les administrateurs des écoles
au niveau du secondaire, nous avons des difficultés. Il faut le reconnaître maintenant là. Ensuite, bon, le système de double vacation dans les écoles. Moi, je voudrais que le gouvernement essaye de construire des salles de classe. Quand on parle de ratio, c'est très fondamental. Quelqu'un a dit tout de suite là qu'en France, 12 élèves par classe, c'est suffisant. Mais chez nous, c'est quoi? Nous avons des classes de collège, des classes de lycée qui ont jusqu'à 120 élèves dans une classe. Les élèves sont assis parfois 4 élèves par banc. Ceux qui sont des deux côtés, à peine ils s'asseyent, c'est une partie des fesses qui est suspendue. Comment il peut suivre le cours dans cette position-là? Donc, on demandera, s'il faut faire la vraie réforme, que le gouvernement essaye de construire des salles de classe et tenir compte de la densité de certains quartiers pour faire ces opérations-là. Vous verrez, quand vous quittez par exemple le collège Koloma, du collège Koloma jusqu'à Lambangui, vous ne verrez aucune école secondaire. Donc on tient, la carte scolaire doit tenir compte de ça. Ensuite, nous devons chercher à revaloriser certaines fonctions dans le système éducatif. Ces fonctions existent, mais ne sont pas valorisées. Je me rappelle en 1989, avec la coopération avec le Canada, des conseillers à l'orientation qui existent dans les collèges et dans les lycées. Des cadres enseignants ont été nommés à ce niveau-là. Et ces cadres enseignants ont reçu des Canadiens des cours de formation. Un conseiller doit faire quoi? L'élève qui quitte l'élémentaire. À l'élémentaire, l'élève a droit à un seul maître pour toute l'année. Quand il vient au collège, il voit un défilé d'enseignants devant lui, professeur de mathématiques, professeur de géographie, professeur de physique, etc., etc. L'élève doit être informé. Donc c'est un accueil pour lui dire, tu as changé de cycle, voilà au collège ce que tu dois faire. Ensuite, les conseillers à l'orientation dans les collèges doivent tenir compte des aptitudes des élèves pour pouvoir les orienter dans les sciences exactes ou dans les sciences sociales. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là, puisque il y a d'autres qui ont quelque chose à dire. Wow. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci bien. Je crois que notre panel est animé. Et c'est ce qu'on cherche. Les vrais problèmes de notre système éducatif, comment les améliorer. À écouter les uns et les autres, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux? Il dit, commencez par le soubassement. Le soubassement va dire, et mes formateurs, ils sont formés où? On va commencer par où? Donc il faut une bonne réflexion sur cette question. Je crois que vous avez touché l'essentiel et le MENA est représenté. Les pourcentages d'élèves que vous avez évoqués, nous l'avons. Je crois qu'un de vos amis avait évoqué cette question. La responsabilisation des éducateurs devient une question fondamentale. Et ça rejoint la question fondamentale du ratio élève-maître, élève-classe, élève-enseignant. Ratio enseignant-élève au niveau du secondaire et surtout les temps et les normes d'enseignement. C'est des questions fondamentales que nous devons faire et qui seront l'objet de débats avec les doubles vacations que vous avez parlé et également la revalorisation de certaines fonctions qui sont liées à la qualification de notre système. Je crois que nous allons les rassembler pour en faire un document et approfondir toutes ces questions. Donc, vous allez me permettre de passer la parole à Monsieur le secrétaire général, Binko Mbadi, qui est le superviseur général de l'ensemble de ces questions de politique éducative, parce que l'enseignement supérieur est au sommet
et peut regarder un peu les faiblesses des autres, et les autres pourront regarder également les faiblesses de l'enseignement supérieur. Lui, ancien recteur d'université et ancien directeur du centre informatique, où la question fondamentale, c'est que notre système doit intégrer dans sa pédagogie maintenant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, toutes ces questions doivent être abordées. Il va nous donner un peu sa vision sur ces questions fondamentales, tout en nous indiquant quelles sont les mesures d'accompagnement pour ces réformes. Parce qu'il faut que nos thématiques se résument à ces questions-là. Voilà ce que je voulais dire. Je vous passe la parole, M. Touré. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Je vais juste ajouter un grain. Les réformes en général, professeur Momo, au niveau de l'enseignement supérieur, a donné les 6 grands axes stratégiques. Mais je vais parler un peu de quelques réformes que nous sommes en train d'entreprendre au niveau de l'enseignement supérieur pour sortir de notre état de maladie, parce que tout le monde est unanime que le système éducatif est malade. Et comme unanimement, nous savons que le système est malade, c'est un grand pas. Ça veut dire que nous sommes sur pied pour trouver le remède. La première grande démarche que nous avons eu à entreprendre ces derniers temps, le professeur Momo aussi l'a dit tantôt, c'est la biométrie des enseignants et des étudiants pour une meilleure maîtrise des flux. Dès qu'on parle de biométrie, il y en a qui bondissent sur le côté financier, combien ça vous a fait économiser en termes d'argent. Mais en termes d'efforts, ça nous fait économiser beaucoup plus. Parce que vous allez trouver qu'anciennement, dans une classe, il y avait 120 étudiants, mais le prof qui n'a qu'un maximum de 3 heures, il ne peut pas se mettre à faire l'appel pour savoir qui est légalement inscrit, qui ne l'est pas. La biométrie a permis de mettre tous ces faux étudiants-là dehors. Nous avons obtenu aussi un grand acquis qui va s'appliquer à partir des nouveaux entrants, donc des nouveaux bacheliers, les lycéens, comme on le dit, que cela vous arrive. L'accès à nos écoles d'ingénieurs, désormais, est conditionné à un concours. Pour être ingénieur, à part le baccalauréat, il faut passer le concours d'accès aux écoles d'ingénieurs. C'est le lieu de le déclarer pour que les lycéens mettent ça dans leur gibecière, que le bac ne suffit plus pour être ingénieur télécom, ingénieur génie civil. Il faut de nouveaux critères et de nouvelles conditions si vous voulez faire une école d'ingénieurs et l'Institut supérieur d'information et de communication de Kountia. Nous sommes en train aussi de mettre un accent particulier sur la formation des formateurs pour le rehaussement du niveau. Et nous sommes en discussion très poussée dans ce sens pour le rehaussement du niveau de recrutement à l'enseignement supérieur. Anciennement, on se limitait au diplôme universitaire. Nous sommes dans la logique, à partir de l'ouverture prochaine, de remonter un peu la barre, que le niveau moyen de recrutement à l'enseignement supérieur soit le doctorat, comme partout ailleurs dans la sous-région. Parce que depuis plus de 20 ans, nous avons adhéré au CAMES et nous sommes tenus obligés de souscrire aux normes du CAMES. Nos enseignants, pour une phase transitoire jusqu'en 2020, vont se faire évaluer de façon interne, et ce, seulement pour les assistants, les maîtres de conférences et les professeurs.
Les maîtres assistants, les assistants qui doivent passer maîtres assistants doivent aller au CAMES dès maintenant. Et en 2020, aucune session de notre CNRP, entendez, Commission nationale de recrutement et de promotion des personnels, ne se fera localement ici. Tout doit se passer au niveau du CAMES, avec l'avantage que quand on a ce grade, on pourra enseigner partout dans la sous-région et partout en Afrique. Nous avons négocié et obtenu aussi, c'est le lieu de le dire, que désormais ne sera enseignant que les seuls sortants de l'ISEG et des ZENI. Le gouvernement nous a accordé cette faveur, si on peut le dire ainsi, sauf si le nombre de places disponibles dépasse de loin les sortants de cette école. On pourrait ouvrir un concours à d'autres, mais à spécifier. Si je dis d'autres, c'est d'autres qui sont proches des filières d'enseignement, même s'ils ne sont pas sortis de l'ISEG ou des ZENI. Nous sommes aussi en droite ligne pour l'évaluation de notre LMD, licence, master, doctorat, pour peut-être une remise en question de certains cursus, pour une meilleure adéquation formation-emploi, comme on le disait dans le premier panel. Donc, en gros, pour ne pas trop retarder, pour donner la chance aux uns et aux autres de poser des questions, je vais m'arrêter là pour le moment parce que tout avait été déjà dit par mes prédécesseurs. Je vous remercie. Merci bien. Je crois qu'on peut permettre aux uns et aux autres. On va prendre 3 ou 4 questions. Mais avant cela, il y a quelques questions pendantes qui sont restées. Ils vont réfléchir sur ces questions. L'un des sous-thèmes, c'était la démocratisation de l'accès. Quel lien faites-vous entre la biométrie et la démocratisation de l'accès? Ensuite, personne n'a parlé de la diversification des filières au secondaire, et c'est très important. Et on n'a pas beaucoup approfondi les réformes des programmes, des ateliers, des laboratoires qui sont des éléments de qualité de la chose. Et il y a également la problématique, comme vient de l'aborder, des règlements pédagogiques, le LMD comme on le voit, qui a même permis aujourd'hui de changer la structure du FGA, c'est-à-dire du fichier général de la fonction publique, en intégrant d'autres choses. Toutes ces questions doivent être abordées et qui doivent faire l'objet de débats. Il faut qu'ils réfléchissent sur ces questions, ainsi que les sciences dures, parce que toutes les performances constatées dans les différents pays sont liées à la maîtrise des sciences dures, ou, comme ils le disent, hard science. Donc il faut qu'on réfléchisse sur ces questions. Je crois que l'auditoire est là pour nous apporter d'autres clarifications et permettre aux panélistes de vous donner d'autres éléments de clarification. On va prendre 4 questions. Voilà. Quels sont ceux qui... Je ne vois pas de main. Oui, passez le micro. On va prendre les 4 questions directement. Ah. Bon, qui a le micro? Oui, oui. Présentez-vous. Oui. Bonjour, les personnalités importantes de la Guinée. Alors, ma question, avant de poser ma question, je me nomme d'abord Kémo Doumbouya, étudiant-chercheur de Symphonia. Alors, à savoir, ma question est de savoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes alors anéantis plusieurs difficultés au niveau des systèmes éducatifs guinéens. Alors, quelle
stratégies alors nous pouvons prendre pour anéantir ces enjeux. S'il est question aussi de faire recours à des initiatives qu'on a mis en place aujourd'hui dans les différents centres de l'éducation générale, alors quelles sont les stratégies importantes qu'on puisse prendre afin de mettre en place pour bannir à ces systèmes? Bonjour, distingués invités. Je me nomme Moussa Yansani, enseignant-chercheur évoluant au lycée 2 octobre. Merci tout le monde. Salut-le pour... La question, pardon. Question. Parle. Oh. Allô? J'ai 2 questions de valeur. La première question est la suivante. Vous avez parlé des effectifs dans les institutions publiques, mais qu'un cadre n'a touché les institutions privées. Or, dans certaines universités privées, on peut trouver des élèves, les étudiants qui s'asseyent, plus de 300 étudiants ou 200 étudiants dans une salle. Quelle est la porte ou la piste de solution par rapport à cette problématique? La deuxième question, vous avez parlé de la sous-formation, le niveau, le rehaussement du niveau des élèves et les formateurs. Qu'en est-il pour ces étudiants diplômés après leur cursus universitaire pour ne pas les offrir les bourses d'études afin d'aller se sous-former dans tous les domaines? Et nous savons entièrement que la Guinée est un pays sous-exploité. Donc, il faut donner la chance à ces élèves, à ces étudiants d'aller... Attendez, si tu veux faire une contribution, tu la fais. Mais si tu as des questions, pose. Voilà, c'était les 2 questions de valeur. Merci, je vous remercie. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Oulema Toubari, je suis enseignante au lycée des jeunes filles. Les premiers panélistes ont parlé sur l'employabilité des étudiants en Guinée. Vous avez parlé de la réforme au niveau de l'éducation. Je voudrais vous demander s'il n'est pas nécessaire de créer des écoles techniques, surtout des lycées techniques, pour qu'à la fin des études, ces jeunes-là puissent être employés directement, c'est-à-dire de la 7e année jusqu'au lycée, du lycée à l'université. Quand un étudiant ou un élève a une spécialité, à la sortie, qu'il puisse avoir un travail et puis qu'il soit bien dans un domaine bien déterminé et qu'il soit bien disponible et avoir une compétence. Parce que d'ici, il n'est pas nécessaire de créer des écoles techniques. Merci bien. Dernière question. Pardon, dernière question, madame. Mesdames et messieurs, bonjour. Je réponds au nom de Moussa Fofana, étudiant à l'Université générale nationale Côte d'Ivoire en licence droit. Ma question est la suivante. Vous avez parlé du problème d'employabilité des étudiants. Et au département de droit, et la condition sine qua non d'accès aux emplois est subordonnée à l'obtention d'un master. Mais en réalité, ce n'est que la licence qui est disponible dans les universités publiques. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire aux étudiants, vous pouvez apprendre le droit, mais vous ne pouvez pas être employé parce que le master, c'est à leur charge? Alors moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que le fait de laisser le master aux étudiants, ça ne serait-ce que les brillants, les licenciés brillants, leur donner le master, ne peut pas leur permettre d'accéder aux emplois, même si pas par les concours organisés par les États, mais
une fois avoir le diplôme de master, peut leur aider avec cette qualité de mémoire, de même être assistant dans les universités. Pas de commentaire, la question. Je vous remercie, c'est la question. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole aux panélistes pour les synthèses qu'ils ont pu prendre pour les questions posées. Je vous remercie. M. Séni. Bon, je voudrais, puisque le temps nous manque, on a moins de 10 minutes pour répondre. Globalement, je demande à tous ceux qui sont là de mentionner dans leur carnet que dans les 10 prochaines années, on a un financement en vue pour réformer le système éducatif guinéen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une ouverture qui nous est faite parce qu'on appelle le partenariat mondial pour l'éducation. Tous les problèmes qui ont été posés ont été inventoriés dans un premier document qui s'appelle Rapport de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation. C'est 196 pages. Votre serviteur que je suis en était le rapporteur. Il y a un deuxième document, c'est le PND, le Plan national de développement social, le PNDS. Il y a un troisième document qui est plus récent, celui-ci, qui est en train d'être réactualisé, c'est le rapport d'État sur le système éducatif national. Les problèmes que vous avez évoqués sont pertinents. Et pour les résoudre, il faut qu'on se mette ensemble. C'est vrai qu'il y a trop d'élèves par salle de classe. C'est vrai que ça ne favorise pas l'apprentissage, que ce soit au primaire ou au secondaire jusqu'au supérieur. C'est vrai que la langue d'apprentissage n'est pas maîtrisée et ce n'est pas un mal qui est propre à la Guinée. Les gens, on est avec sa langue maternelle, on va à l'école pour apprendre une langue qui est différente de la langue maternelle. Il va sans dire que ce n'est pas aussi facile que si on étudiait en France et qu'on est français et qu'on a appris dès le berceau à parler le français. Cela est une évidence. Et il y a la diversification des filières. Il n'y a que 3 filières au lycée pour plus d'une vingtaine de filières à l'enseignement supérieur. Celui qui arrive du profil sciences mathématiques qu'on envoie en technicum pour être ingénieur de ceci ou de cela, n'a jamais appris la géométrie descriptive, il n'a jamais tenu un crayon pour faire un plan. Celui qui va en médecine, qui vient de sciences expérimentales, n'a jamais connu le microscope, il ne connaît pas la différence entre le réactif et le colorant. Celui qui veut embrasser les métiers des mines et de géologie ne sait même pas la différence entre les différents types de roches, du point de vue du visu. S'il l'a appris, c'est de manière tout à fait théorique. On a assez de problèmes et pour les aborder, il faut qu'on en arrive à faire une priorité parmi nos priorités. Je termine par la formation. Il y a un problème d'assurance qualité. Aujourd'hui, nous avons plus de 52% de non-professionnels de l'éducation qui donnent des cours. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été formés pour enseigner et qui sont dans les salles de classe. Mais nous, on n'est pas là pour jeter l'anathème sur qui que ce soit. Sinon, il y a un ministère employeur qui s'appelle la fonction publique. Nous sommes des ministères utilisateurs. Mais on n'en est pas là. Heureusement, le secrétaire général a dit où nous en sommes aujourd'hui. Désormais, le concours n'est plus ouvert à tout le monde. Il est ouvert aux seuls professionnels de l'éducation. C'est-à-dire que pour enseigner, il faut être issu d'une ENI ou de l'ISEG. Et après, ça c'est déjà acté par le gouvernement. Et après, on verra s'il faut trouver des compléments. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'au lieu de nous larmoyer sur le passé, on a la possibilité d'écrire quelque chose et des moyens de financer ce qu'on veut faire. Dans l'immédiat, il y a des fonds pour la remise à niveau des enseignants en activité. Puisque c'est des Guinéens, on ne peut pas les jeter à la poubelle. On ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Nous sommes obligés de les prendre en charge. Au moment où nous sommes là, à Novotel, il y a un autre séminaire sur la formation continue des enseignants qui ne sont pas au niveau. Je le dis pour mon collègue proviseur du lycée. Et
C'est un tout qu'on va mener ensemble de manière holistique, depuis le préscolaire jusqu'au supérieur. J'en ai. Voilà, M. Akoy, un dernier mot si vous avez. Ben, je crois que je n'ai plus grand-chose à dire, ou je n'ai même plus rien à dire. Sauf que je voudrais encourager les étudiants à s'orienter, comme le dernier qui a posé sa question l'a si bien dit, il fait droit. Ben, est-ce qu'il s'est fait consulter avant de choisir l'option droit? Et c'est pour cette raison, je suis bien d'accord avec le secrétaire général, je suis d'accord avec le conseil de l'éducation nationale. Dans mon intervention, je n'ai pas voulu donner de la valeur à l'ISEG. L'ISEG est l'institut qui forme professionnellement toutes ses spécialités. Les conseillers à l'orientation, ils sont formés par l'ISEG, mais est-ce que les conseillers à l'orientation dans les lycées et collèges sont recrutés en fonction de ceux qui ont été formés à l'ISEG? Mais c'est là la grande question. Alors, à vous, l'homme de droit, mais ce n'est pas parce qu'on a voulu que vous fassiez droit pour être rejeté, non, mais lorsque vous faites droit, avant d'y arriver, mais consultez très bien les gens qui sont professionnels en la matière. Je fais droit pour être qui? C'est la grande question que nous avons, c'est la problématique même que nous avons. En dehors de droit, il y a combien d'étudiants qui ont fait sociologie? Il y a combien d'étudiants qui ont fait philosophie? Pourquoi faire? Et quand ils sortent, je veux bien confirmer ce que le conseiller de l'éducation nationale a dit, mais quand ils sortent, ils sont obligés de se reconvertir en professeurs de français. Est-ce qu'ils ont appris français à l'université avant d'être sortis? C'est ça le problème. Donc, alors, on va valoriser nos formations et les gens vont être au poste où ils sont bien indiqués. Et je crois que toutes ces questions peuvent être résolues. Je vous remercie. Ce moment. Merci, monsieur le ministre. Moi, je parle par rapport à la question du financement privé du master. Et depuis notre passage au système LMD, c'est vrai que l'État ne finance que le niveau licence. L'autorité a pris conscience de ça et nous sommes en train de mettre tous les moyens dans la formation des formateurs pour que le niveau master et le niveau doctorat soient aussi financés par l'État. Ce moment, merci. M. Diarra. Bon, je vous remercie. Bon, il y a rapidement. Une des questions, quelqu'un a posé le problème de lycée technique ou lycée classique. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, depuis le mois de septembre, a créé un collège moderne. Je crois qu'il y a une expérimentation au niveau d'Abopa. Ils ont envoyé des professeurs binaires, donc qui enseignent histoire, géographie, maths, physique. On est pris par le temps. Donc, eux, ils sont là-bas. Voilà. Donc, déjà, l'État est en train de réfléchir à la création de ces collèges et lycées modernes ou lycées techniques. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur le secrétaire général. Merci bien. Et comme on est pris par le temps, on n'a pas pu aborder toutes les questions. Mais il faut retenir qu'au niveau de l'enseignement supérieur, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication est de mise. Et nous appuyons fortement les filles et femmes qui s'orientent dans les sciences et techniques et ingénierie, y compris les mathématiques. Récemment, c'était en fin avril, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il y a eu une cérémonie de remise de prix aux filles et femmes qui se sont fait distinguer à l'enseignement supérieur et à la recherche et dans la recherche. Donc, je voudrais dire beaucoup plus, mais le temps urge. Je suis obligé de m'arrêter pour dire que, comme l'a dit professeur Momo, la licence donne accès à l'emploi, mais ça ne donne pas accès aux emplois pointus. Quand vous avez une licence, vous pouvez travailler partout.
Mais quand vous voulez un travail pointu, la licence ne vous donne pas le droit, il faut vous former un peu plus. Je vous remercie. Merci bien. Donc, à votre nom tous, je voudrais remercier les panélistes pour les brillants débats qu'ils ont eu à mener et les explications qu'ils ont données. Et vous dire également qu'ils sont à la disposition des uns et des autres pour des clarifications que vous pouvez demander. Donc, je voudrais conclure notre conférence en me fondant sur un paragraphe du contexte de ce forum de l'étudiant guinéen que je cite. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la qualification de la formation des étudiants guinéens dans un monde ouvert et en perpétuelle mutation. Permettez-moi donc de dire en conclusion que notre pays, la Guinée, a souscrit à l'engagement mondial des ODD qui est cité en place d'or dans notre PNDS. Les ODD visent une nouvelle pensée et d'action, proposent des compétences, des valeurs, des attitudes nouvelles qui conduisent à des sociétés plus viables. Pour l'UNESCO et le reste des institutions internationales, seuls les systèmes éducatifs doivent répondre à ces besoins urgents en définissant des objectifs et des contenus d'apprentissage pertinents en proposant des pédagogies qui autonomisent les apprenants et en pressant leur établissement d'intégrer les principes de durabilité dans leur structure de gestion. À cet effet, les objectifs de 2030 demandent à tous les pays d'apporter une réponse éducative adaptée. L'éducation devient à la fois un but en soi et un moyen de réaliser tous les autres objectifs. Il faut faire donc des apprentissages au service de tous les objectifs, en particulier la citoyenneté mondiale, l'inclusion, la paix et le développement durable. Pourquoi pas la Guinée? Donc, nous devons faire la mise à niveau de notre système actuel en faisant un diagnostic sans complaisance, comme l'a fait la Commission nationale, et en proposant des solutions. Et également, nous devons faire l'expansion de notre système en faisant de l'inclusion, c'est-à-dire en ne laissant sur le bord aucun enfant qui a l'âge d'aller à l'école et que cet enfant ait accès à l'école, qu'il apprenne et qu'il ne retombe plus dans l'analphabétisme. C'est sous ce mot que je clôt nos débats. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour la qualité du panel et la pertinence des interventions, je vous demande d'applaudir